Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle conférence IPSA demain. Donc, aujourd'hui, on a un vrai privilège, c'est d'accueillir Frédéric Beniada, donc journaliste bien connu de France Info et du Journal de l'Aviation, et avec Cécile Lauer qui va poser des tas de questions tout au long de cette interview. Aujourd'hui, un sujet tout à fait intéressant, c'est l'avion bashing. Alors, vous avez tous entendu parler de ce qui se passe autour de Poitiers. Alors, c'est pas fait exprès, hein, mais ça nous arrange bien. Parce que comme ça, on va pouvoir aborder des tas de problématiques très intéressantes. Alors, un petit détail, hein, on va enlever nos masques parce qu'on respecte les distances nécessaires à toute la sécurité, donc pas la peine de vous formaliser. On a bien géré ça. Frédéric, je vais bientôt te céder la parole sur un sujet vraiment on ne peut plus intéressant. À toi, je te remercie. Merci beaucoup, Francis. Je suis d'ailleurs extrêmement heureux d'être parmi vous pour cette conférence. Alors, je vais tenter de vous livrer une vision très globale, dans un premier temps, du fonctionnement des médias, de ce rapport à l'industrie aéronautique, de ce rapport à l'aviation. C'est un rapport qui est extrêmement complexe, fait de nombreuses idées reçues, de non-dits, d'incompréhension avec tous les effets néfastes qui en découlent. Et quel doit être et quel sera votre rôle dans les années à venir pour ce secteur d'activité? D'abord, sur le fonctionnement des médias, vous n'êtes peut-être pas sans l'ignorer, les médias, qu'ils soient radio, télé, presse écrite, fonctionnent dans l'urgence, dans l'immédiateté, et malgré les grands discours que l'on entend aujourd'hui sur la vérification des sources, sur la vérification des sources d'infos, finalement, très peu le font parce qu'il faut aller très très vite. Alors on se donne parfois bonne conscience en disant on va vérifier, mais on vérifie souvent après, c'est malheureusement un état de fait. La plupart des médias donc travaillent sur des formats extrêmement courts, c'est le cas de la radio, c'est le cas de la télé, c'est un petit peu moins pour la presse écrite. Radio, télé, les formats en général ne dépassent pas 1 minute 30 à 2 minutes. Et il est évidemment difficile, lorsque l'on parle d'industrie aéronautique, d'aéronautique, d'aviation, de résumer en moins de 2 minutes des sujets qui sont complexes et technologiques. L'autre problème auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, ce sont les réseaux sociaux. Beaucoup de gens, des gens qui prétendent être des influenceurs, qui vont balancer beaucoup d'infos, parfois non vérifiées. Et ça fait beaucoup de tort au secteur également, avec encore une fois des idées reçues, de fausses informations. De plus, aujourd'hui, avec un simple téléphone portable, eh bien, tout le monde peut s'improviser journaliste. Je vais vous donner un exemple très précis sur celui d'un accident aérien survenu il y a quelques années, de mémoire en 2003, l'accident d'un Boeing 737 de Flash Airlines. C'était en Égypte, à Sharm el-Sheikh. Un accident dont le rapport d'enquête avait mis en cause une faute du pilote, un problème de désorientation spatiale. Et les premières images qui avaient circulé à l'époque sur les réseaux sociaux déjà étaient celles d'un passager qui avait filmé des sièges légèrement abîmés, un petit peu déchirés. Et au final, les premiers commentaires des journalistes étaient de dire, eh bien, l'avion était pourri et mal entretenu. De plus, pour rester sur ce chapitre de l'accident, heureusement très rare aujourd'hui, il y a toujours un décalage entre ce que j'appellerais le temps médiatique, donc comme je viens de vous le dire, qui est un temps extrêmement rapide, un temps qui est dans l'instantané, et le temps de l'enquête. Alors heureusement, il y a 2 facteurs de temporalité entre les médias, entre le temps de l'enquête et un accident. Francis le sait bien, c'est toujours vécu comme quelque chose d'anormal pour le grand public qui refuse d'accepter dans l'aviation qu'il n'y ait pas de risque zéro. Et lorsqu'un accident arrive, eh bien, il faut très rapidement trouver des explications dans les jours, voire dans les heures qui suivent pour retrouver, j'allais dire, une sorte de normalité sociale pour se rassurer et passer à autre chose, puisque c'est comme ça qu'aujourd'hui fonctionne notre société et que fonctionnent d'une manière générale les médias.
Alors, on sait qu'un accident n'est jamais le résultat d'une seule cause, mais d'une succession d'incidents et de dysfonctionnements qui vont conduire au drame et qu'il faut parfois 1 ou 2 ans avant d'avoir les conclusions définitives et d'expliquer l'enquête technique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt dans notre société à entendre un journaliste, un commentateur vous dire « je ne sais pas, je vous donnerai une réponse dans 1 ou 2 ans, je ne le crois pas ». Et donc, comme la nature a horreur du vide, eh bien, les médias, pour revenir à notre sujet, vont tout de suite chercher une explication rapide, immédiate, en faisant appel parfois à des pseudo-experts, pas forcément qualifiés, et qui, encore une fois, vont entretenir ces idées reçues, ces fausses informations sur l'aérien, qui, une nouvelle fois, entretiennent tous ces fantasmes et ces fausses idées. Donc, beaucoup d'idées reçues sur l'aérien, des idées très arrêtées, tout simplement parce qu'une méconnaissance du secteur. Pour vous donner un autre exemple, pour une grande majorité des Français, l'aérien est toujours réservé à une élite. Or, la démocratisation du transport aérien, elle remonte à plus de 30 ans avec l'ouverture à la concurrence, avec l'arrivée des compagnies low cost, des vols charters. D'ailleurs, pour le grand public, aujourd'hui, lorsque l'on évoque, toujours lorsqu'on interroge les gens, le mot charter ou le mot low cost, le charter est toujours associé à un manque de sécurité. Or, le charter n'est qu'un mode de commercialisation. Même chose pour les compagnies low cost, dans l'esprit du grand public. Low cost, ça veut dire des avions pas forcément sûrs, ça veut dire manque de sécurité, ça veut dire... or, on sait que les compagnies low cost sont les compagnies les plus sûres du monde, avec des flottes extrêmement récentes, puisque qu'est-ce qui coûte cher lorsque l'on est une compagnie aérienne? Eh bien, c'est la maintenance des avions, et plus les avions sont récents, et forcément, moins il y a de maintenance. Vous voyez, il y a beaucoup de fantasmes et de contre-vérités. L'autre problème auquel est aujourd'hui confronté le secteur, et ça vous en avez entendu parler, un problème très présent chez les jeunes, c'est le flyscam, ou la honte de prendre l'avion en suédois, courant donc, qui fustige les compagnies aériennes et ceux qui choisissent l'avion pour se déplacer. C'est un mouvement donc, porté par des activistes écologistes qui prônent la décroissance, l'anticapitalisme et qui ont trouvé dans le moyen de transport donc un coupable idéal, puisqu'on considère toujours dans l'esprit du grand public que l'avion, le transport aérien est réservé aux très riches et qu'il est surtout hyper polluant. Alors vous le savez, ces activistes ont trouvé une égérie en la personne de Greta Thunberg, jeune étudiante adolescente de 16 ans. Elle est devenue en quelques mois, quelques temps déjà un produit médiatique, un personnage intouchable. Et si aujourd'hui, on le voit dans les médias, vous osez la contradiction sur le thème Greta Thunberg, eh bien, vous risquez de passer pour un affreux lobbyiste à la solde de l'industrie aéronautique. J'en fais d'ailleurs régulièrement les frais, souvent accusé de tropisme, parce que je suis pilote et parce que je suis passionné par cette aviation qui nous fait rêver. On reparlera des rêves un petit peu plus tard dans la suite de mon intervention. Alors pourquoi cette désinformation, ces attaques répétées contre l'aérien, donc devenu aujourd'hui le bouc émissaire de la lutte contre le réchauffement climatique? Eh bien tout simplement par méconnaissance du grand public, des politiques et finalement des journalistes qui font le lien entre le politique et le grand public. Il y a une énorme distorsion entre les croyances de l'opinion et la réalité de ce que représente aujourd'hui le secteur aérien en termes de pollution. Je vais d'ailleurs vous citer une étude réalisée par Paul Chiambaretto, c'est un chercheur qui est directeur de la chaire Pégase à la Montpellier Business School, qui montre que les Français surestiment le réel impact environnemental du transport aérien. Les scientifiques, ce sont des études qui ont été faites, considèrent que le transport aérien représente entre 2 et 3% des émissions de CO2, contre 9% au textile, près de 10% au numérique, et pourtant les Français considèrent à plus de 80% que l'avion pollue plus que le textile, l'automobile ou le numérique. En fait, vous polluez beaucoup plus lorsque vous restez assis chez vous, confortablement installé dans votre canapé à faire du streaming,
télécharger la dernière vidéo de la chute à vélo de la mer de Poitiers. On y reviendra tout à l'heure. Et pour 90% des Français, le secteur aéronautique ne fait aucun effort pour réduire son empreinte carbone, des Français pour lesquels ses émissions de CO2 ont plutôt augmenté. Or, en 50 ans, on sait que le secteur aérien a diminué sa consommation de carburant de plus de 60%, des Français comme les politiques ou les journalistes qui n'ont jamais entendu parler de programmes comme Corsia, signé pourtant par plus de 191 États pour aller vers une croissance neutre en matière d'émissions de CO2 à l'horizon 2050. Et je ne parle pas non plus des progrès réalisés par les motoristes, les constructeurs qui, en moyenne, tous les 10-15 ans, vont développer des moteurs qui consomment 15% en moins de carburant et qui améliorent sans cesse leur performance énergétique. Je ne parle pas non plus des progrès qui sont faits aussi en termes de gestion du contrôle aérien sur des trajectoires plus courtes, des procédures de roulage sur un moteur, ce qu'on appelle des procédures N-1. Bref, tout ça pour vous dire que le secteur n'a pas attendu la crise sanitaire, la Convention citoyenne, pour penser à réduire son empreinte carbone, et pour une raison toute simple, avant même une préoccupation environnementale, ce qui coûte le plus cher pour une compagnie aérienne, eh bien, ce sont les salaires et en deuxième poste le carburant que l'on met dans les avions, et moins un avion consomme et plus la compagnie va réduire ses coûts et plus elle va gagner de l'argent. Et c'est donc aussi l'une des raisons pour laquelle les compagnies poussent depuis déjà très longtemps les constructeurs à faire des avions de plus en plus propres et qui consomment surtout de moins en moins, qui poussent les constructeurs aéronautiques vers une rupture technologique. Alors à qui la faute, me diriez-vous? Eh bien à l'ensemble du secteur industriel, compagnies aériennes, donc aéroports, autorités compétentes, des GAC, constructeurs qui communiquent extrêmement mal, qui ne parlent pas d'une seule voix, qui ne prennent pas le temps d'expliquer, de vulgariser ce que fait l'aviation pour réduire son empreinte environnementale. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de lobbying auprès des politiques, auprès des journalistes, avec un discours simple, avec des chiffres à l'appui, un discours basique, contrairement à une partie des écologistes qui vont prôner un discours très, très basique, voire populiste, pour rejeter totalement en bloc ce que fait le secteur aéronautique en matière de développement durable. Je pense à des organisations, on les voit, ce sont des très bons communicants comme Greenpeace, ce que ne fait pas du tout le secteur aéronautique. Je vais vous donner un autre exemple, puisqu'on en parlait, Francis l'évoquait tout à l'heure, vous en avez entendu parler ces derniers jours, des propos de la inadmissible de la maire de Poitiers, qui a dit « il ne faut plus que l'aviation soit un rêve d'enfant ». C'est dangereux, c'est du totalitarisme, c'est du maoïste. La révolution culturelle a commencé par la culture des enfants. Et sur le simple fait, au-delà de la polémique, de dire je supprime les subventions aux 2 aéroclubs parce que, encore une fois, l'avion, ça pollue. Ça montre à quel point cet élu ne connaît rien au secteur de l'aviation et ce qu'il apporte surtout. C'est grâce à l'aviation que des pionniers, des explorateurs, des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs ont permis d'avancer vers toujours plus de progrès, toujours plus de connaissances. Alors oui, on utilise aujourd'hui des énergies fossiles, mais ce n'est qu'une étape vers autre chose, vers quelque chose des énergies plus propres. Je vais reprendre un très bel extrait d'un texte que vient de publier l'astronaute Jean-Luc Chrétien, qui écrivait il y a quelques jours l'écologie et le chapitre de l'enseignement des classes de CM2. Elle est devenue, hélas, aujourd'hui l'arme des cancres du fond de la classe qui se réveillent aujourd'hui et qui en font leur refuge politique à défaut de réussir ailleurs. Voilà pour le chapitre Poitiers. Mais je vais vous donner encore un autre exemple, une autre illustration qui montre à quel point le monde politique, les médias connaissent peu le secteur. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a adopté un amendement au projet de loi climat et résilience, l'article 8, qui vise à interdire à l'horizon 2022 la publicité aérienne. Vous savez, les banderoles que l'on voit au-dessus des plages durant l'été. Or, ces banderoles, ces avions qui tractent ces banderoles, ça ne représente au niveau national qu'une
petite dizaine de sociétés, donc une toute petite dizaine d'avions dont l'activité est extrêmement réduite puisque c'est sur quelques semaines en juillet et en août, quelques heures par jour, c'est à peine 4 heures. En plus, ça se fait avec des ULM, donc des appareils, des machines qui consomment beaucoup moins qu'une berline basique. Donc, l'empreinte carbone de ce type de publicité, elle est bien moins importante que le fait d'imprimer des flyers ou des prospectus. Et finalement, adopter ce type de mesures montre, encore une fois, la méconnaissance du secteur par les politiques qui ne réagiront pas, qui ne réagiront plutôt qu'en fonction de l'opinion et qui n'ont pas conscience, ou qui font mine de ne pas avoir conscience des réels enjeux environnementaux et économiques. De même qu'il est plus simple de dire ne prenez pas le train, ça pollue, sans se poser la question d'où vient l'électricité, quels sont les impacts de la construction d'une ligne TGV sur la biodiversité, quels sont les produits qui sont utilisés pour désherber les voies ferrées, c'est du glyphosate, c'est 700 tonnes par an. Donc il faut, au niveau de l'environnement et au niveau du traitement médiatique, prendre le problème dans sa réalité et arrêter surtout de tirer les gens vers le bas et de trouver de réelles solutions. Tout ça pour vous dire que dans vos futurs métiers dans l'industrie aéronautique, vous allez devoir, et ça, vous allez devoir communiquer, vous allez devoir expliquer et vulgariser en permanence, prendre le temps d'expliquer, et exercer aussi un véritable, ce que je vous disais tout à l'heure, pouvoir de lobbying auprès de vos familles, auprès des journalistes, auprès des politiques qui ne sont donc que le relais vers cette opinion publique et qu'on arrête de faire croire aux gens n'importe quoi. Et je crois pour finir, finalement, que le pathétique épisode de la mer de Poitiers peut avoir un effet positif sur cette prise de conscience collective. Je crois qu'il faut vraiment, encore une fois, tirer les gens vers le haut. Surtout continuer à rêver fort et à haute voix, ce qui fera avancer le progrès vers un monde meilleur. Et le petit prince du haut de sa planète sera fier de vous, sera fier du métier que vous avez tous choisi. C'est un beau métier et nous sommes dans une très très belle industrie qui est le secteur de l'aéronautique. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, si vous avez de nombreuses questions. Merci Frédéric. Alors, l'idée, c'est qu'il y a un jeu de questions-réponses maintenant, à la fois avec vous qui êtes dans la salle et à la fois donc en ligne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être, par politesse, donner la parole déjà à quelqu'un qui est dans la salle pour poser la première question, puis après, on essaiera de faire en ligne et en présentiel en alternant. Est-ce qu'il y a une première question déjà qui veut se lancer? Vas-y, parle bien fort pour qu'on puisse t'entendre, ou sinon je répéterai la question. Alors en fait, vous avez parlé du traitement de l'information aéronautique par les médias, ouais. Mais je pense qu'il y a un autre problème aussi, c'est l'éducation. J'ai écrit de nombreux articles concernant notamment l'efficacité des systèmes propulsifs en aéronautique, et les gens qui étaient écologistes dans l'âme venaient me voir et me dire que ce que j'écrivais était faux, alors qu'ils ne savaient même pas ce qu'était la différence entre une puissance et une énergie. Bien sûr, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est sur du discours... on ne va pas chercher à comprendre, en fait, avec des idées très arrêtées, très radicales, très extrémistes. Et la seule solution que vous avez, que nous avons, c'est de répéter en permanence. Et ce travail, c'est très bien que vous le faites, mais il n'est pas suffisamment fait. Il faut vraiment... faut changer les mentalités. Alors, ça ne sera pas du jour au lendemain, ça c'est sûr. Là, on sent quand même, par rapport, encore une fois, et cet épisode de Poitiers tombe pas si mal, qu'il y a quand même un semblant de prise de conscience en disant mais non, mais tout ça, effectivement, l'aviation c'est important, ces avions ils ne polluent pas tant que ça, la mer a fait une bourde, enfin je l'espère que c'est juste une maladresse, mais toujours très difficile de lutter contre des positions qui sont totalement radicales. Lorsque l'on voit les propos de Greenpeace, qui répètent en permanence, vous êtes tous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est en permanence, non, vos solutions vers des énergies plus propres, vers des biocarburants, ça ne sert à rien, il faut arrêter pur et net l'avion.
encore une fois, c'est du totalitarisme. La seule chose que nous pouvons faire, que vous pouvez faire, c'est de continuer à instruire, à éduquer. Et ça se fait auprès de vos futurs enfants, auprès de vos parents, auprès de tout le monde, en fait. Il faut communiquer, il faut parler. Justement, ma question à ce fait-là, c'est est-ce que vous pensez que l'éducation nationale devrait se faire relais par le biais du BIA, du brevet d'initiation aéronautique, de continuer à faire rêver les gosses tout en les instruisant, parce qu'on se sert de l'instrument de l'éducation nationale. Pourquoi ne pas en faire quelque chose de, justement, faire tendre vers une éducation qui serait prioritaire sur le secteur de l'aérien? Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Je ne peux être que complètement d'accord avec vous. Après, encore une fois, c'est une question d'éducation encore vis-à-vis des politiques. Le politique ne réagit qu'en fonction de l'opinion. Je vais vous donner un autre exemple. On a, dans le cadre des aides qui sont accordées à Air France, demandé à Air France en contrepartie de supprimer les lignes au-delà de 2h30 lorsqu'on peut le remplacer par le TGV. Est-ce que le rôle du politique, qui soutient donc cette compagnie à coût de milliards d'euros, n'était pas de dire on va justement vous aider, on va pas vous interdire, si vous voulez vous développer, aller vers des énergies plus propres, acheter des flottes d'avions neuves, continuez à vous développer, mais pas de vous interdire ces 2h30 qui finalement ne riment à pas grand-chose. Vous voyez, on est dans la retenue, dans l'interdiction, et là c'est un discours de politique, c'est le discours de notre ministre de l'économie, et de notre secrétaire d'État au transport. Vous voyez, ce qu'il faut convaincre vraiment, c'est le politique, mais je sais que c'est extrêmement difficile, mais sur ce que vous dites, oui, vous avez parfaitement raison. Ouais. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais c'est malheureusement aujourd'hui un triste constat d'échec de voir que, d'une manière générale, le politique est très prudent sur le secteur sur l'industrie aéronautique. Or, ce qui fait notre balance commerciale, de manière à ce qu'elle soit positive, c'est notre industrie aéronautique, c'est l'ensemble du secteur. Je ne parle pas que des constructeurs, je parle de toute la filière. Et alors du coup, j'ai une question en ligne qui reprend un peu ce que vous disiez. C'est pourquoi, enfin, comment vous expliquez le fait que le secteur aéronautique soit aujourd'hui autant sous le feu des critiques? Et est-ce que vous pensez que finalement le rêve de l'aviation va disparaître, ou est-ce qu'on va arriver à maintenir les choses comme elles sont, ou est-ce que vous pensez que ça va, enfin, le mouvement qu'il y a en ce moment va faire bouger les choses? Alors, je n'espère pas que l'aéronautique, l'aviation, ce qui nous fait tous rêver, va disparaître. Après, pourquoi ce secteur, cette aviation est victime d'un temps de bashing? Parce que c'est facile, encore une fois, c'est l'aviation, un avion qui vole, on le voit, c'est tout de suite visible. Un cargo qui pollue dans l'Atlantique et qui utilise du fuel lourd, ça ne se voit pas. Il est facile, ce que je vous disais tout à l'heure, d'attaquer l'aviation parce qu'on est toujours dans cet esprit collectif de l'aviation n'est réservée qu'à une élite. Donc on attaque les plus riches au prétexte c'est facile, c'est un bouc émissaire, c'est visible. Regardez la belle traînée de condensation, c'est pas de la condensation, ça doit polluer. Et on en est toujours là. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur on associe sur des termes très simples, charter à manque de sécurité ou low cost, compagnie low cost à manque de sécurité, on est totalement à côté de la plaque. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce travail d'explication, de vulgarisation n'est pas fait. Mais je ne pense pas, après, encore une fois, hein, ce qui s'est passé sur Poitiers, j'ai l'impression, au regard des réseaux sociaux, au regard des réactions, même même des gens parfois les plus virulents, on voit Jadot qui se détache des propos de la maire de Poitiers, un certain Kuhl et le ministre Bruno Le Maire qui finalement a réaffirmé il y a 2 jours son fort soutien au secteur aéronautique. Alors après, il ne faut pas que ce soit de la démagogie, il
faut que ces paroles soient vraiment suivies des faits. Oui. Il y a eu une démocratisation de l'aviation et surtout une vision de l'aviation comme monolithe. Mais est-ce que vous pensez que c'est pas un problème, surtout que les gens, il y a eu cette idée il y a un moment, qui est arrivé, au début de l'aviation, forcément, c'est pas l'arrivée d'élite, il est arrivé, comme vous disiez, des chasseurs et des hommes de poste. Est-ce que vous pensez que c'est pas qu'il y a eu, même à partir de cette époque, un manque de personnes qui se disent, bah, quelqu'un qui est parti en voyage en France, un peu rapidement à l'étranger, on va dire, pays de l'Europe proche, de se dire, bah, je vais regarder le prix de la vie. Par exemple, dans le sens où je pense qu'il y a un gros problème, surtout entre les gens qui ne pensent même pas à cette solution. Dans le sens où les gens vont regarder, par exemple, pour aller, on va dire, à Bruxelles ou à Amsterdam, vont se dire, bah, je vais regarder le prix du chou. Parce qu'il y a le Thalys, etc. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est pas un manque de juste se dire, l'avion, ça peut être une solution pour se déplacer, alors que les prix aujourd'hui sont beaucoup moins chers en Europe. Oui, c'est beaucoup. Alors, peut-être que pour les gens qui sont en ligne, on va, Frédéric, vous reformuler la question, peut-être, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien entendu, comme vous êtes loin du micro, désolé. Alors, en gros, vous dites, oui, qu'on a plutôt le réflexe train qu'avion en France, mais c'est vrai que c'est un problème aussi qui est très franco-français. On a une culture, en France, on a la culture du train. C'est vrai que on a le TGV, donc pendant des années, la SNCF est une entreprise massivement soutenue par l'État, bien que extrêmement déficitaire, et on la soutient. Donc on n'a pas ce réflexe avion. On a tout fait aussi pendant des années pour, avant la privatisation d'Air France qui remonte maintenant à une vingtaine d'années, pour surprotéger ce qu'on appelait entre guillemets la compagnie nationale et empêcher le développement des low cost en France. Aujourd'hui, hors période Covid, la France est extrêmement en retard en matière de compagnie low cost. D'ailleurs, à part Transavia, qui n'est pas vraiment une compagnie low cost, la France aujourd'hui n'a pas, à côté d'Air France, de compagnie low cost. La deuxième compagnie française en France est une compagnie britannique. C'est EasyJet, voilà, sur le territoire français. La première compagnie low cost européenne est une compagnie irlandaise. C'est Ryanair. Donc, on a toujours tout fait pour freiner le développement de l'aérien en France, parce qu'à une époque, on surprotégeait Air France, donc on n'a pas permis. Il n'est pas normal, enfin il n'est pas, c'est pas un jugement, mais nous sommes aujourd'hui la première destination touristique. On reste la première destination touristique mondiale. On a une situation géographique que de nombreux pays nous envient, à mi-chemin entre les États-Unis, entre l'Europe, enfin on est idéal, et on n'est pas capable d'avoir des compagnies qui gagnent de l'argent. On n'est pas capable de défendre ce pavillon français qui, avant, encore une fois, la crise du Covid, était déjà complètement à la dérive. Il faut se poser les bonnes questions sur la volonté de l'État de soutenir réellement ce secteur. Alors oui, là, effectivement, on soutient Air France parce qu'il est important de soutenir Air France, et tant mieux, c'est une très bonne chose, parce que la disparition d'Air France, il y a eu des grandes compagnies qui, dans le passé, ont été rayées de la carte, hein, des grandes compagnies historiques. Je pense à Swissair, je pense à la Sabena. Aux États-Unis, on a eu la TWA, voilà, qui étaient des monstres, qui étaient des legacy, des majors qui ont été rayés de la France, qui ont été rayés de la carte. Aujourd'hui, pour l'opinion publique, pour tout le monde, pour la France, ce serait inenvisageable de dire Air France disparaît. Donc, il est important de soutenir la compagnie parce qu'on est hors période Covid, mais le reste du temps, c'est pas vraiment ça. C'est le pavillon français, on le surtaxe, on le déconsidère, on ne donne pas les moyens au transport aérien français de se développer, d'aller plus loin, ce qui n'est pas le cas d'autres pays dans le monde. Je vais vous donner un autre exemple. Comme quoi l'aérien est vraiment un secteur extrêmement stratégique. Je vais vous donner l'exemple de Dubaï.
à la fin des années 80, l'émirat de Dubaï s'est retrouvé sans pétrole. Voilà, c'est contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a plus de pétrole à Dubaï depuis la fin des années 80. Donc Dubaï, qui a longtemps été dans les années, donc début des années 70, 80, avant qu'on ait des avions qui n'étaient pas suffisamment longs pour partir d'Europe et relier directement l'Asie, l'escale à Dubaï était inévitable. On a eu des avions qui ont pu faire l'Europe, l'Asie ou les États-Unis, l'Asie d'une seule traite, donc plus besoin de se poser à Dubaï. Donc Dubaï s'est retrouvé à la fin des années 80 sans pétrole et sans aucune raison de voir des avions atterrir, quoi. Qu'a fait l'Émirat pour redévelopper une économie et pour attirer des investisseurs, faire venir les gens pour attirer des entreprises? Ils ont développé une compagnie aérienne. Ils y ont mis les moyens en disant quel est le moyen pour que les gens reviennent, pour que les entreprises viennent s'installer à Dubaï, après des facilités sur un plan économique. C'était de créer une compagnie aérienne. C'était de créer un aéroport. Ils ont créé Emirates, qui est devenue une des plus grosses compagnies du monde. Et les gens, ils ont recréé une économie grâce au transport aérien. Et ça a commencé par ça. Il fallait se déplacer en avion. Voilà. Un autre exemple, sur une compagnie africaine qui est Ethiopian Airlines, qui est aujourd'hui aussi l'une des plus importantes, qui est la plus importante compagnie d'Afrique, gérée par des anglo-saxons, vraiment une compagnie extrêmement sérieuse, avec une taille, voilà. L'Éthiopie, on se dit l'Éthiopie, c'est un pays du tiers-monde. Pas du tout. Ils ont compris que leur position stratégique, ils avaient intérêt à avoir une compagnie digne de ce nom. Ethiopian Airlines est l'une des plus grosses compagnies du monde. Vous voyez ? Et pourtant, quand on se dit Ethiopian Airlines, on pourrait penser que, bon, pas du tout. Vous voyez, c'est encore de fausses idées reçues, des trucs qui circulent et qui ne veulent rien dire sur un paquet de sujets. Est-ce que j'ai répondu un peu à votre question? Oui. J'ai une question en ligne. Pouvez-vous nous expliquer en quoi l'aviation est moins polluante que les autres moyens de transport? Voilà, parce que effectivement, c'est le sujet sur lequel nous attaquent les écologistes et ils voudraient plus d'explications. Alors, les chiffres, hein, ils viennent pas de moi. Hein, c'est pas moi qui les ai inventés. Hein, ça, c'est des études scientifiques, c'est des chercheurs. L'aviation, c'est 2,5 à 3% des émissions de CO2 à l'échelle de la planète. Alors oui, on partait sur des perspectives de doublement du trafic aérien à l'horizon 2050, mais le transport aérien s'est engagé dans le cadre de programmes de réduction de ses émissions, notamment les programmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, Corsia, à maintenir à un niveau neutre, c'est-à-dire à maintenir à 2 à 3% malgré le doublement du trafic aérien hors période Covid, ce niveau de rejet des émissions de CO2. Ce ne sont pas mes chiffres. L'automobile, c'est 20%, mais on ne s'attaque pas à l'automobile comme on s'attaque, parce que l'automobile, tout le monde a sa voiture, tout le monde. Alors on fait des voitures électriques, c'est très bien, on cherche des solutions, on cherche mais ces chiffres, moi, je ne les invente pas. Même chose, je vous donnais tout à l'heure l'exemple du textile et du numérique. Le numérique, les rejets des émissions de CO2 du numérique, aujourd'hui, on est à 9%, on approche les 10%. Et pourquoi on n'en parle pas? Enfin, on commence à en parler également un petit peu dans les médias, parce que ça ne se voit pas. Ce sont des grosses machines qui sont enterrées, qui tournent H24 et tout, et les émissions de CO2 du numérique sont catastrophiques. C'est catastrophique. Et là aussi, c'est exponentiel. Mais ce n'est pas visible, comme le problème, comme je l'évoquais tout à l'heure, le problème des bateaux qui sont au large, qu'on ne voit pas que ça pollue et pourtant c'est du fil lourd. Donc il y a des choses beaucoup plus simples auxquelles il faut s'attaquer avant de s'attaquer à l'aviation. Et ces chiffres, c'est pas moi, c'est des chercheurs, c'est des organismes internationaux qui sont sérieux, qui les donnent. Voilà, mais encore une fois, on a ces idées reçues, on a l'aviation égale
pollution. Et on le voit systématiquement sur toutes les émissions de télé, de radio, dès qu'on parle d'aviation, on va, au mot avion, on va rajouter l'aviation pollue. Voilà. J'ai même entendu lors d'une émission de radio, il n'y a pas si longtemps que ça, en disant, la phrase de l'animateur, c'était de dire l'aviation qui est l'un des plus gros pollueurs en termes de rejet d'émissions de carbone avec 2%. 2%, c'est l'un des plus gros ou c'est 2%? Vous voyez? On avait tout et son contraire dans la même phrase. Je ne sais plus comment elle était tournée, mais c'était quelque chose comme ça, quoi. Voilà. J'avais dit, mais 2%, je connaissais. Mais pourquoi commencer l'un des gros pollueurs alors que vous avez le chiffre en face? Voilà. Et du coup, pour rebondir là-dessus, j'ai une autre question en ligne qui est en fait, effectivement, concernant les émissions de CO2 du secteur, les chiffres sont très discutés en fonction des médias et orientés aussi en fonction des orientations politiques de ces médias-là. La question, c'est qui croire et pourquoi est-ce que le secteur aérien communique si peu sur ces sujets, en fait? Alors, communique si peu, communique si mal, surtout parce que c'est vrai qu'on est dans un secteur, l'aérien, on est dans un secteur d'ingénieurs, voilà, où la communication, on s'est dit pendant longtemps, c'est pas prioritaire. C'est vrai que le secteur a été porté pendant longtemps par une croissance à 2 chiffres. Donc, se dire de communiquer quand tout va bien et quand on dit, bon, nous, on travaille sur nos moteurs, on travaille sur nos avions du futur, on travaille. Finalement, c'est pas nécessaire. Or, aujourd'hui, la communication, c'est devenu un enjeu essentiel. C'est devenu un enjeu essentiel. Il est plus simple de faire des généralités en s'attaquant à l'aérien, en disant l'aérien, ça pollue, l'aérien. Encore une fois, je suis écologiste, hein, mais d'aller dans la facilité, dans le populiste, en disant regardez, ça pollue, et sans que ces chiffres sur la pollution de l'aérien que sortent régulièrement les écologistes soient appuyés. Alors, mais allez-y, prouvez-nous le contraire. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai chroniqué le week-end dernier à propos de cet article 8 de la loi climat et résilience. Donc, je trouvais ça totalement anecdotique sur l'interdiction des vols publicitaires parce que voilà, j'ai aucun intérêt dans ce secteur d'activité. Voilà. Et j'ai été attaqué via les réseaux sociaux directement par un élu écologiste de Paris. Mais je m'en suis pris plein. Alors je lui ai dit, mais écoutez, très bien, mais apportez-moi la preuve du contraire de ce que je dis et argumentez ce que vous me dites en disant, vous racontez n'importe quoi. Je n'ai malheureusement, j'étais prêt au débat, hein, prêt à la contradiction, eu aucune réponse de la part de cet élu. Je l'ai relancé 2 fois en disant, mais je vous écoute. On est prêt au débat, on est prêt à la discussion. Donc on est encore une fois sur du discours très, très radical, fermé. Et voilà, c'est difficile hein, de discuter lorsqu'on est en face des gens qui sont enfermés dans un... Hein. Et donc, alors, pour finir de répondre à cette question, oui, on est dans un secteur technologique d'ingénieurs qui ce que je vous disais tout à l'heure, qui s'y est pris très très mal en termes de communication. C'est pas trop tard, hein. Je pense que la tendance peut s'inverser, mais ce sera à vous, futures générations, de le faire. Voilà. Et du coup, j'ai une autre question en ligne qui est, pour rebondir là-dessus, qui est est-ce que les industriels du secteur s'organisent aujourd'hui pour répondre un petit peu à ce mouvement ou pas? Alors, le problème, c'est qu'ils s'organisent chacun dans leur coin. Il n'y a pas de... Ils ne se fédèrent pas. Et je crois que c'est vraiment ce qui manque au secteur. Les constructeurs sont dans leur coin, les aéroports, alors ils communiquent un petit peu. Voilà, en France, dit voilà, voilà notre bilan carbone, voilà ce qu'on fait, on roule sur un moteur, on a des approches à pente constante, ce qu'on appelle les... Il y a les pilotes parmi vous, il y a quelques non qui font un petit peu, non pas du tout, ouais, c'est-à-dire on a une... On va, il y en a un. On va pour moins consommer, vous voyez, plutôt que de contrôle aérien. Jusqu'à il y a quelques temps, vous allez
lorsque vous faites une approche sur un aéroport, vous allez faire une sorte d'escalier, en fait. Donc, plus vous descendez, vous allez maintenir un palier, et plus vous allez consommer. Voilà, parce que plus l'avion vole bas, plus il consomme, plus voilà, c'est un petit peu complexe, mais aujourd'hui, on dit, bah voilà, on fait une approche constante. Voilà, c'est-à-dire, vous partez de très haut, puis vous descendez constamment. Voilà. Donc ça, c'est de la coordination avec le contrôle aérien, c'est les compagnies aériennes, c'est les aéroports, etc. Donc il y a plein d'initiatives qui sont organisées comme ça, sur lesquelles communiquent les compagnies, les constructeurs, les aéroports, Eurocontrol aussi sur les trajectoires. Mais ça ne va pas suffisamment loin, ça ne parle pas d'une seule voix. Le secteur est attaqué de toutes parts, et ce que l'on entend en termes de communication, c'est des bribes de « ah oui, nous on fait des efforts », voilà. Mais on n'a pas je parlais tout à l'heure de lobbyistes, de véritables lobbyistes au sein de cette industrie aéronautique, des gens qui tapent du poing sur la table lorsque des contre-vérités sont mises sur la place publique. Voilà, donc demain, les Ipsaliens pourraient tous être à la fois ingénieurs et lobbyistes. Il y a une autre question dans la salle? Allez-y. Oui, je voulais savoir, vous avez parlé à peu près du fait qu'il y a une modification parmi, on va dire, le gros de la population, surtout au niveau du fonctionnement de l'avion. Je ne compte plus le nombre de personnes qui pensent, par exemple, que la fumée d'un avion ou la fumée d'une centrale nucléaire, c'est de la pollution, tout électrique, etc. Mais ça, je pense que c'est non seulement un problème d'éducation, mais est-ce que ce ne serait pas aussi un problème d'ultra-tribunarianisme? C'est-à-dire le fait de vouloir donner son avis, même lorsque l'on sait que nous n'avons pas les connaissances nécessaires pour. Et malheureusement, je pense que le fait d'être dans un pays très démocratique comme la France, où chaque avis compte, je pense que le problème, c'est aussi de penser que son avis compte autant que celui d'un expert qualifié dans le sujet. Et de ce fait, c'est ce qu'il n'y aurait pas aussi un travail d'humilité à effectuer aussi dans l'éducation nationale, c'est-à-dire non seulement une éducation sur le sujet, mais aussi une éducation à ne pas parler sur le sujet si on ne sait pas ou si on n'est pas certain de ce qu'on sait, c'est-à-dire plutôt de s'appuyer sur les discussions des experts, plutôt que de avoir un avis non forgé, non tendu. Alors ça, c'est un débat qu'on a tous les jours sur le Covid, donc voilà, c'est ça. Exactement. C'est ce que j'allais vous répondre. On voit depuis le début de cette crise sanitaire, tous les jours, des gens sur des plateaux télé parler de vaccination, parler d'hospitalisation, et souvent, il n'y a pas un médecin ou un expert scientifique sur le plateau télé. On a des conseillers en communication qui sortent d'on ne sait où, et qui pendant 1 heure vont vous expliquer comment fonctionne le vaccin AstraZeneca, ce qu'il faut faire en termes de vaccination, comment... Oui, c'est assez hallucinant, c'est pas propre donc à l'aviation, oui, ça manque d'humilité. Alors à croire que les experts dans la scientifique, c'est vrai, on est dans un secteur de scientifiques, de chercheurs, d'ingénieurs, ce qu'ils doivent être peut-être un petit peu moins chiants, j'allais dire, voilà, plus ouverts, beaucoup plus pédagogues, et c'est vrai qu'on manque de cette parole qui va vulgariser, qui va donner envie et qui va faire rêver. Et aujourd'hui, cette parole, pourquoi encore une fois le secteur est autant attaqué, c'est qu'on ne l'entend pas, on ne l'a pas. Voilà. Mais c'est un travail d'extrêmement longue haleine qui n'est pas fait aujourd'hui par l'ensemble du secteur. Voilà. Encore une fois, je ne vais pas m'attaquer aux politiques, mais j'ai une connaissance quasi nulle de ce que représente cette industrie aéronautique, le secteur de l'aviation. Avec on entend des aberrations, mais tous les jours. Voilà. Et je ne parle pas de la mer de Poitiers. Oui, finalement, ça devient un problème de culture scientifique, en fait, dans l'opinion publique, en fait. C'est-à-dire que vous avez la chance de connaître ces matières-là parce que vous les étudiez tous les jours, mais il y a plein de gens qui, en fait, ne connaissent rien. C'est plus ça, la question. Donc, selon vous, c'est un problème, entre guillemets, d'accessibilité aux connaissances qui crée une sorte d'écart entre ceux qui sont dans le sujet ou qui l'étudient et ceux qui, entre guillemets, qui ne connaissent pas puisqu'ils ne sont pas confrontés à ces matières scientifiques tous les jours, etc. Oui. Pour vous, c'est également c'est le problème
non-accessibilité de la science? C'est un problème de facilité. On a, nous, je me mets dedans, hein, les médias, une lourde responsabilité à vouloir systématiquement tirer vers le bas plutôt que de ce que je vous expliquais au début de mon intervention, à vouloir tirer vers le bas parce que c'est plus simple de tirer vers le bas et de dire ah, c'est comme ci, comme ça, que de dire on va prendre le temps d'expliquer que les choses ne sont pas si simples, qu'elles sont complexes, qu'elles sont technologiques, qu'elles sont techniques. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre société, tout doit aller très vite. Regardez ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube, c'est de l'instant T, c'est des formats extrêmement courts. C'est lorsque vous avez un documentaire qui va durer 25-30 minutes, à part vous, parce que vous êtes des spécialistes, parce que c'est voilà, mais les gens, au bout de 2 minutes, ils vont décrocher. Et c'est là où c'est extrêmement compliqué. Il faut pouvoir vulgariser, expliquer aujourd'hui en allant de plus en plus vite sur des formats courts. Et faire simple en allant très vite, c'est pas simple, justement. C'est pas simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va à la facilité. Et encore une fois, les médias, nous, médias politiques, avons une lourde responsabilité dans tout ça. Après, je n'ai pas la solution, hein, je ne vais pas vous apporter, mais c'est juste un constat. Voilà. Alors, une autre question dans la salle. Est-ce que selon vous, l'aviation bashing est un peu lié au French bashing? Parce que c'est vrai qu'en France, on aime bien s'auto-flageller. Et j'ai une petite remarque par rapport à l'intégralité de la filière. Moi qui suis un peu vieux, je me souviens d'une remarque de Marwan Laoud quand il dirigeait Digipass. Et à l'époque, on parlait des startups, du numérique, et tout le monde en avait pour ça. Il a expliqué très justement qu'à l'époque, et encore maintenant, s'il y avait Internet, s'il y avait des localisations GPS, s'il y avait des communications, c'était parce qu'il y avait une industrie aéronautique et spatiale assez souveraine et performante pour pouvoir envoyer ça en l'air et pour en récolter les données. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que aussi nous, du secteur ASD, on ne pourrait pas dire, mais d'une manière aussi très écologique, de dire très bien si aujourd'hui on sait qu'il y a des problématiques de marée noire, bah, c'est parce qu'on a envoyé un Falcon 50 sur zone avec une FLIR, parce qu'on a un système Copernicus pour aller scanner la Terre. Voilà. Est-ce que tous les éléments qui sont mis au discrédit de l'aéronautique, il faut, exactement, vous avez raison, il faut totalement. Ils viennent de quelque part, donc s'ils viennent de quelque part, alors moi je ne connais pas, je suis pas scientifique, mais il y a des capteurs, il y a des satellites qui ont ramené ces données. Si aujourd'hui les écologistes peuvent se targuer de désertification sur telle ou telle zone, les images, c'est pas eux qui les ont pris avec un serveur. Bien sûr, vous avez totalement raison. Je vais vous donner encore un exemple. Alors, pour faire encore plus simple, malgré le nombre de victimes qui est important sur cette crise du Covid, si on a pu sauver des gens aujourd'hui en les transférant d'une région à l'autre, c'est pas uniquement avec le train, hein. C'est grâce à des évasans qui ont été faites en avion, en hélico, c'est grâce à l'aviation. L'aviation, l'hélico sauvent des vies en permanence. Après, sur le début de votre question, est-ce que c'est franco-français lié à ce French bashing? Non, je pense pas, puisque le mouvement était parti des pays nordiques, où la pression écologiste là-bas est très très forte. Elle s'est étendue ensuite progressivement à l'ensemble de l'Europe et au monde entier. Mais là, pour le coup, sur le secteur de l'aérien, oui, l'aérien ne s'est pas défendu. A laissé faire, a laissé arriver la vague sans trop se poser de questions. Et cette déferlante, il s'était prise de plein fouet, sans réagir, sans être vraiment soutenu, sans qu'il y ait un exécutif qui tape du poing sur la table et qui finalement a laissé faire. Alors, je vais faire juste une question qui a été posée plusieurs fois déjà en ligne et à laquelle on n'a toujours pas répondu. C'est Frédéric, quel est votre avis sur le projet 0E d'Airbus, en fait? Alors, ça se fera, bien sûr, ça se fera pas tout de suite.
ça n'engage que moi, ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, on promet des avions à zéro émission à l'horizon, on dit 2035. Voilà. On a, avec cette crise du Covid, on parlait avant la crise du Covid, avant la crise sanitaire, l'échéance, tu m'arrêtes Francis si je dis une bêtise, était 2050. Et puis, face à cette crise sanitaire qui a accéléré ce bashing et cette prise de conscience environnementale, on a dit il faut vite trouver des solutions, faire des avions dont l'empreinte carbone sera neutre à l'horizon 2035. 2035, c'est demain, 2035. Et vous êtes bien placé pour le savoir, il faut en moyenne, pour améliorer, certifier un moteur qui va consommer en moyenne 10 à 15% de carburant en moins, il faut 10 à 15 ans à peu près. Voilà, donner l'exemple de Safran, par exemple, qui travaille, on le voit avec les moteurs de dernière génération, tout ce qui est LEAP, qui consommait déjà un peu moins que le CFM. Ils ont mis 12 ans avant de sortir le LEAP. La prochaine génération de moteurs, on travaillera sur notamment l'open rotor, on en est pour l'instant qu'à des phases d'essai. Voilà. Et l'open rotor qui n'améliorera la consommation, qui ne réduira les consommations de kérosène que on fera encore un effort de 10 à 15%. Mais ce n'est pas avant 2025, 2026. Donc il va nous rester 10 ans pour avoir une véritable rupture technologique. C'est possible, hein, tout est possible. Mais il va falloir mettre le paquet. Aujourd'hui, est-ce que les constructeurs sont prêts à mettre le paquet dans une rupture technologique qui aille aussi vite? J'en sais rien, j'espère. Là, effectivement, il y a un mouvement qui est lancé parce qu'on n'a pas le choix. Mais ça n'engage que moi, 2035, je suis pas super optimiste. Ça se fera, oui, mais pas tout de suite. Oui, on aura des avions, zéro empreinte, c'est arrêter de vivre, c'est arrêter de se déplacer, c'est plus bouger, qui auront fortement réduit effectivement leur empreinte carbone. Zéro, je n'en sais rien. Après, est-ce que ça passe par l'hydrogène? C'est possible, mais il faut trouver une véritable rupture technologique, c'est-à-dire qu'il faut revoir toute l'avion dans son intégralité, parce que bon, vous savez comme moi que l'hydrogène, c'est pas simple à stocker, hein, ça se refroidit à moins de 160 degrés. Il y a des problèmes de risque explosif, il y a surtout de stockage, donc on n'est plus du tout on n'est plus sur un avion classique. Donc on est sur une rupture technologique d'ici 2035. Bon, l'électricité, on en a beaucoup parlé, souvenez-vous, mais voilà, encore une fois, ça revient aux médias où on nous faisait croire qu'on allait avoir, en disant, encore maintenant, on fera voler d'ici 2030 des avions tout électriques. Aujourd'hui, pour faire voler un avion tout électrique, je prends l'exemple d'un Airbus A320, imaginons aller à un Paris, allez, je vais dire un Paris-Genève parce que c'est la ligne que j'emprunte le plus, il faudrait le remplir de batteries, l'avion. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait si on raisonne dans la globalité de la production de ces batteries, de leur recyclage, de leur utilisation et tout, et là quand on fait la globalité de cette empreinte carbone, elle est vraiment pas bonne. Le bilan environnemental est vraiment très mauvais. Je crois que l'une des voies aujourd'hui les plus avancées, c'est la recherche dans les biocarburants. Mais même chose, il n'y a pas de solution miracle. Lorsque l'on produit des biocarburants, la production de ces biocarburants génère elle-même des émissions de CO2. Donc il n'y a pas de solution miracle, il y aura des améliorations. On va aller vers du toujours meilleur, on va aller vers du... Mais c'est peut-être, alors c'est important de le dire, être démagogique de dire on va trouver tout de suite des trucs qui polluent plus et puis on n'en parle plus, on passera à autre chose. Non. Il faut continuer à avancer. Ce que disent tous les gens un peu sensés, la dernière goutte de pétrole sur Terre ira dans un avion.
Ça, j'en suis intimement convaincu. Voilà, c'est pas de moi, hein, mais ça me paraît assez évident. On n'a pas trouvé aujourd'hui d'énergie en termes de rapport poids-puissance mieux que malheureusement que le kérosène. Voilà. Vous aviez une question En fait, là, je vais peut-être un peu dévier le débat, mais c'est ça concernant justement les décisions qui sont prises par les États. Notamment, vous avez parlé de la fameuse loi pour les avions publicitaires, et j'aimerais parler de la Convention citoyenne pour le climat. Où sont les scientifiques? Enfin, c'est peut-être une question idiote, mais après, peut-être que vous avez plus de visibilité là-dessus. Pourquoi il n'y a pas de scientifiques là-dedans pour prendre des décisions? Parce que les chiffres, il faut bien les trouver. Les décisions doivent être prises en adéquation avec la réalité. Où sont les scientifiques? Pourquoi ne sont-ils pas là? Alors, ils ont été dans cette convention citoyenne. Est-ce qu'ils ont été écoutés ou juste entendus ou voilà, ils ont été consultés. Sauf que la convention citoyenne, je ne sais pas si c'était une vraie bonne idée. Enfin, j'ai mon avis tout à fait personnel là-dessus. C'était des gens de bonne foi, les gens de la Convention citoyenne, qui ont été choisis en disant vous allez trouver des solutions pour l'environnement, mais qui n'y connaissaient strictement rien au secteur de l'aéronautique, comme ils n'y connaissaient strictement rien aussi à l'automobile. Et voilà, on les a dit vous allez faire des propositions, vous allez écouter les scientifiques. Et eux, ils se sont fait leurs propres opinions, leurs propres idées, avec des choses qui n'étaient pas forcément réalisables. Voilà, et totalement, c'est pour ça que Emmanuel Macron avait dit au début, j'accepterai toutes les propositions de la Convention citoyenne. Finalement, il y en a très peu qui sont retenues, et celles qui sont retenues, on vient de citer l'exemple des banderoles ou des trucs un peu légers, ça va pas bien loin. Et puis surtout, il y a eu, je crois qu'on peut le dire clairement, certaines associations, certains organismes qui ont un peu, qui se sont immiscés dans les travaux de la Convention citoyenne, qui ont influencé cette convention, les membres de la Convention citoyenne. Je pense notamment à Shift Project, où ils ont clairement été... Shift Project a fait un véritable travail de lobbying. Ils ont même réussi à convaincre certains étudiants d'une école que je ne citerai pas. Si on s'est bien compris, voilà. Qui sont en train d'ailleurs de scier la branche sur laquelle ils sont assis eux-mêmes. Parce que, bon, après... Voilà. Soyons d'accord, la science n'est pas une histoire d'opinion, même. Enfin, je ne sais pas quel est l'impact des médias là-dessus, et que les médias doivent avoir et ont là-dessus. Mais enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que la science n'est pas une opinion. Il y a les faits à côté, et il y a ce qu'on doit faire de l'autre. Quel travail pouvons-nous faire pour faire comprendre cette chose-là? Que la science, ce n'est pas de la magie. J'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien pouvoir répondre à votre question. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple travail sérieux, parce que c'est une chaire qui est relativement de la chaire Pégase à Montpellier, qui a publié 2 rapports donc sur l'image qu'ont les Français par rapport à l'environnement et l'aviation, et puis un autre sur comment les Français voyageront après le Covid. C'est un travail qui a été fait par des scientifiques. Et lorsque je discute avec Paul Chiambaretto de la chaire Pégase, il me dit « mais on n'est pas pris au sérieux, nous sommes des scientifiques ». Comment on en sort? Je n'ai pas la réponse. Ce serait prétentieux de ma part de vous dire ce qu'il faut faire. Ça, pour revenir, vous avez parlé du Shift Project. Vous avez pensé quoi de leur rapport qu'ils ont fait il y a quelques mois de cela, justement sur l'aviation, qui était assez pessimiste envers les améliorations technologiques? Alors, qui n'est pas assez pessimiste, qui est totalement pessimiste, qui ne se base sur aucune information, enfin aucun chiffre de scientifiques réels. Alors, je ne sais pas d'où ils les sortent. Voilà. Je sais qu'il y a un travail qui est fait actuellement via un certain nombre de structures qui est en train de se mettre en place, qui est l'Observatoire de l'aéronautique. Alors, ce n'est pas encore très bien organisé, ça part un peu dans tous les sens. Justement, pour reprendre ces rapports du Shift Project qui ne s'appuie
sur rien, mais avec des solutions, encore une fois, extrêmement radicales pour démonter les arguments du Shift Project. Après, il faut s'intéresser aussi, peut-être, et je ne vais pas rentrer dans des histoires politiques, au financement du Shift Project. Là, c'est un travail de journaliste, et voir qui est réellement derrière cette organisation. Et lorsque l'on creuse un peu, on s'aperçoit finalement que ce n'est pas si net que ça, et qu'il y a des intérêts qui sont avant tout économiques et politiques, et non pas du tout environnemental comme cette association comme le Shift Project peut le prétendre. J'ai une autre question en ligne sur, par rapport au manque de culture scientifique générale. La question, c'est quel est le rôle que pourrait jouer la presse pour résoudre ce problème et ce souci? Je me répète, la presse a un rôle énorme à jouer. Voilà. Mais il faut déjà éduquer la presse avant d'éduquer l'opinion publique. Et ça passe par vous. Ça passe par l'ensemble de la filière qui doit faire ce travail, qui doit prendre les journalistes par la main. Les journalistes, quelque part, je me mets dedans, sont un peu feignants. Ils vont aller parce que, encore une fois, il faut aller vite. Donc si on ne les prend pas par la main en disant, je vais vous expliquer, je vais vous aider. Voilà, je ne vais pas vous expliquer, je vais vous aider. Ça va être du donnant-donnant. On sera sur un travail de confiance. Voilà, je vais vous donner une information, je vais vous l'expliquer, puis je vais vous instruire en même temps. Si ce travail n'est pas fait, le journaliste, il va au plus facile, il ne cherche pas à comprendre. D'une manière générale, j'en fais pas d'une manière générale. Après, il y a des gens très bien, mais c'est sur ce travail d'explication, très peu s'intéressent vraiment à des secteurs aussi pointus. Mais c'est sûr que nous, journalistes, avons un rôle déterminant dans cette... oui. Il y a une autre question dans la salle, oui. Est-ce que vous pensez que cette désinformation, ce nombre d'informations que vous avez créées dans l'aviation, c'est surtout que même si l'avion est proche et qu'il est facile à attaquer, il est très loin de tout le monde, dans le sens où tout le monde a une voiture et s'intéresse à comment elle fonctionne. Même de loin. Bien sûr. Avion, je pense que c'est... Bien sûr, tout le monde. Alors, mais qui a fait que c'est resté entre ingénieurs, je veux dire, la consommation d'un avion, à part la compagnie aérienne, peu de gens s'intéressent. Alors qu'en effet, la consommation de sa voiture, elle a un impact direct sur notre portefeuille. Ben oui, elle a un impact direct sur notre portefeuille. Peut-être formuler la question, parce que vous êtes loin du micro. Oui, ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, l'impact, l'aviation, c'est la voiture. Tout le monde a une voiture, tout le monde va s'intéresser à la consommation de la voiture, ne serait-ce que pour son portefeuille. L'aviation, sur ce que ça consomme un avion, ça paraît, c'est très lointain pour le commun des mortels. Oui, c'est sûr. Après, une fois qu'on a dit ça, oui, vous avez raison, je peux vous répondre là-dessus, je ne sais pas trop. Bien sûr. Tout le monde n'a pas répondu. Et pourtant, ce qui est en même temps quelque part paradoxal, moi, j'ai longtemps fait beaucoup de meetings aériens, je commentais pas mal de meetings et puis des démos en vol aussi. C'est que lorsque l'on organise un meeting aérien, vous voyez, il y a quand même il y a un engouement. Les gens, s'il fait beau, si c'est une belle journée, si on est dans un bassin de population où il y a du monde, les gens viennent. Donc on se dit, et c'est là où c'est extrêmement... où il y a un paradoxe. Les gens viennent au meeting aérien, si c'est bien organisé, s'il y a de beaux avions, et pourtant un meeting aérien, aujourd'hui on pourrait se dire, waouh, on fait voler des vieux avions, c'est pas très écologique. Alors pareil, il va falloir aussi peut-être penser, si ça reprend un jour, à changer la formule et à mieux communiquer. Voilà, sur un exemple de manifestation aérienne où il y a des messages à faire passer, peut-être que aussi lors d'un meeting aérien au cours de ces derniers, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, ces messages ne sont pas passés. On a juste dit, regardez comme il est beau ce Spitfire, regardez comme il est beau ce P51 Mustang, sans réellement expliquer ce que cette aviation historique ou plus moderne, ou Salon du Bourget, est-ce qu'on entend des explications sur
lors des démonstrations en vol, sur ce que ça apporte vraiment, sur la technologie qui, je ne sais pas si vous avez déjà écouté attentivement les commentaires d'un salon du Bourget, l'explication, elle est très peu donnée. Elle est très peu donnée, donc alors, ça passe aussi par là. Ouais. Juste pour enchaîner, jeune homme, après je vous donnerai la parole, mais j'ai une question, justement, une suggestion en ligne de quelqu'un qui dit, en fait, est-ce qu'une solution, ça ne serait pas de proposer aux personnes qui vendent des services ou des produits, ou même qui font de la communication ayant un rapport avec l'aviation, en fait, le fait de leur proposer une obligation de préciser quelle est l'empreinte carbone et sous une certaine forme, la comparer, en fait, à un autre service qui, là, pour le coup, n'utilise pas l'aviation, en fait. Mettre un label, en fait, où on expliquerait, on ferait de la pédagogie sur les produits ou les services. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça se fait, mais ça reste relativement limité depuis qu'il y a cette prise de conscience. Effectivement, ces services. J'ai jamais vu. Sur transport, par exemple, de colis, parfois certaines sociétés disent voilà, le bilan carbone sera que de temps. Moi, je ne sais plus sur quel site j'avais vu, mais c'est extrêmement limité. C'est vraiment à la marge. Alors, est-ce que ça aura ensuite un réel impact? Mais de toute façon, aujourd'hui, tout est bon à prendre pour expliquer et auprès de tout le monde. Voilà. Ça passe par vos enfants ou futurs enfants, si vous ne les avez pas encore. C'est tout petit à l'école, hein. Ça commence. C'est effectivement, vous citiez tout à l'heure les BIA. Emmener les enfants sur le terrain d'aviation, sur ce qu'il en reste, et puis en disant voilà à quoi ça sert. Voilà, c'est pas uniquement pour voler, c'est pour échanger. C'est l'aviation, c'est un facteur de stabilisation de la paix dans le monde, parce que c'est des échanges, parce qu'il est bien beau aussi ce débat de dire ah là, faut plus bouger l'aviation, faut plus prendre l'avion, mais ce débat sur cet avion bashing en France en disant on interdit tout, on interdit l'aviation, il est aussi très franco-français. Lorsqu'on a la chance de pouvoir se déplacer en avion, parce qu'en Chine c'est difficile d'y aller en bateau ou aux États-Unis ou ailleurs, ça met du temps. Il faut regarder ce qui se passe un petit peu aussi à l'extérieur. Aujourd'hui, on est en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Les Chinois, les Américains, les Indiens ne se posent pas les mêmes questions. Hein. Ils vont vers le progrès pour réduire leur empreinte carbone, enfin, peut-être un peu moins les Chinois, mais en disant, mais l'aviation, oui, on est sur une planète qui est composée à 80% d'eau. Pour l'instant, le meilleur moyen de se déplacer, on n'a pas trouvé mieux que l'aviation. Enfin, moi, j'en ai pas. Si vous avez une idée. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait avancer l'humanité, c'est comme ça qu'on fait avancer le progrès, c'est en regardant ce qui se passe ailleurs, ce que font les autres, et comment on s'entend à l'échelle de la planète. Il ne faut pas que ce débat sur l'environnement soit un problème franco-français dont les résultats sont totalement infimes sur notre empreinte carbone, au détriment de notre économie. J'ai un vrai discours de lobbyiste. C'est incroyable, ça. Je devrais faire du coup, je vous ai coupé, vous aviez une question tout à l'heure. Une petite remarque concernant les meetings aériens. Moi, je pense qu'en fait, s'il y a tout de même des gens qui viennent, c'est parce que la maire de Poitiers le veuille ou non, le rêve triomphera toujours quoi qu'il arrive. J'espère bien. Ouais. Je veux dire, vous savez, moi, si je suis ici à l'IPSA, si je suis élève ingénieur, c'est parce que quand j'étais petit, je levais les yeux au ciel et je me disais comment l'Airbus A380, qui fait 595 tonnes de décollage, réussit à voler? Comment ce tas de ferraille peut tenir en l'air? Je me suis posé les mêmes questions et je continue à me les poser toujours, même si je sais, comme vous, mais et je continuerai toujours à être émerveillé devant un avion qui décolle. Je serai toujours émerveillé en regardant une traînée dans le ciel en disant mais c'est le plus beau rêve de l'homme. Voilà. Et bien c'est parce que vous venez de me dire à l'instant, mais ça, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à le mettre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a des moyens justement de communication. On se serve les autres, on se serve les détracteurs du secteur contre cette aviation. Faites exactement la même chose. Faites exactement la même chose. Mais allez-y, Franco, le secteur. Et encore une fois, pour revenir sur l'histoire de Poitiers, hein, on le voit là, depuis une semaine, ça y va. Là, il y a une espèce de prise de conscience en disant mais attendez, là, mais l'aviation c'est formidable. Tant mieux
tant mieux. J'espère que ça ne va pas s'arrêter à la simple histoire de Poitiers et que ça ira beaucoup plus loin et qu'on va enfin prendre conscience de ce que ça représente vraiment et qu'on est tous en train de rêver quand on regarde un avion, quand on regarde en se disant mais quelle plus belle chose qu'a inventé l'homme, le rêve d'Icare, et on y arrive et finalement c'est pas si vieux que ça, hein, l'aviation, hein, c'est un peu plus d'1 siècle. Hein. Quel progrès réalisé! Incroyable, et ça va aller encore beaucoup plus loin. Ça va aller encore plus loin. On va continuer à progresser, on va continuer à faire des choses merveilleuses en l'air. Mais c'est pas en interdisant, c'est pas avec cette politique on supprime, on interdit de rêver, on interdit d'évoluer, de progresser que l'humanité va avancer, ça c'est sûr. Mais vous avez raison. Moi, je suis toujours, même sur des avions plus anciens, alors il y en a de moins en moins, je suis toujours émerveillé quand je m'arrête devant, il n'y en a plus, il n'y en aura plus, c'est la fin, devant un 747, et je regardais, je suis comment ça vole ce truc. Voilà, allez. Et en plus, ça a une bonne tête. Voilà. Et alors, vous savez que ces conférences sont ouvertes à l'extérieur de l'IPSA, et on a en ligne un témoignage, Frédéric, que je vous livre, de monsieur Olivier Chéby, qui dit « Bonjour, je suis enseignant formateur au BIA à Ivry. Je suis tous les jours confronté à cette difficulté sur l'aviation bashing. Enseignant en première à des classes non scientifiques, je constate tous les jours sur cette radicalisation face aux sciences en général, et je ne parle pas de l'industrie médicale. » Donc voilà, il dit merci à vous pour cette conférence. Donc voilà, je voulais vous livrer ce. Merci, oui, mais je comprends les difficultés qu'il doit rencontrer ce monsieur, et j'ai les mêmes. Moi, je fais un petit peu d'instruction aussi. On voit que il faut ramer. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être dans la salle? Parce que, allez-y. Alors parlez bien fort du coup, parce que sinon après, comme vous êtes loin du micro. Ouais. Qui, du coup, c'est un peu ce qui tombe plus vers l'avion dans un usage plus civil et plus pas. Et est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment arriver à une utilisation de l'avion en zone urbaine de n'importe quoi, ou on peut sur les grandes lignes, et notamment sur les vols nationaux quand même, ou internationaux? Parler de l'avion taxi, l'avion personnel, c'est ça en gros? Pas forcément l'avion personnel, mais l'avion pour relier des villes beaucoup plus proches que ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire pour des avions, par exemple, pour relier, je ne sais pas, par exemple, un vol, on va dire, à Paris ou à Orléans, par exemple, sur des vols très courts, mais des avions pas forcément aussi chargés, pas des moyens courriers ou des vols comme ça, mais des vols plus, par exemple, de la taille d'un bus ou des quantités de vols pas privés, mais avec moins de monde sur des plus petites distances. Là-dessus, c'est compliqué. Alors, on a déjà un problème. Imaginons effectivement des avions, on va dire des avions plus petits où vous allez mettre une vingtaine de personnes, c'est ça, sur des vols plus courts, sur du Paris-Orléans. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, déjà entre Paris et Orléans, de prendre l'avion, sachant qu'il y a sur du transport terrestre, là on va mettre 45 minutes pour aller à Orléans, à peu près 1 heure, même pas à peine. Le temps de décoller, le temps de monter, le temps de redescendre, finalement, vous allez gagner un quart d'heure. Est-ce que là, ça vaut vraiment le coup? Là, j'en sais rien. Ça veut dire aussi des avions plus petits, donc ça veut dire, sans doute, des avions qui vont voler sur un moteur. Aujourd'hui, je pousse un peu le raisonnement à l'extrême, hein, si vous voulez faire du transport public, puisque ce sera du transport public sur un moteur, c'est possible, mais la réglementation reste encore extrêmement compliquée. Voilà, le transport public sur un moteur, on a encore du mal là-dessus, malgré la fiabilité des appareils. Vous voyez, sauf si vous êtes en transport privé, je pense à des machines type TBM, PC12, ou voilà. Donc ça, bon, j'y crois pas trop. Après, on a beaucoup évoqué pendant un temps l'avion personnel. L'ONERA a travaillé sur des projets de... On est dans le film de Besson. Merci, le 5e élément.
je sais pas. C'est vrai que ça fait rêver, c'est vrai que ça fait. Mais avec encore une fois, quelle énergie ça pose aussi le problème de congestion du trafic. Là, on n'est pas dans de la science-fiction. On peut le faire. On sait faire voler des gros drones, donc faire voler un gros drone avec une personne à bord. Il y a plein de projets comme ça, mais c'est bien. Airbus en a présenté un il n'y a pas si longtemps que ça avec un projet d'avion taxi avec la mairie de Paris et tout. J'y crois pas personnellement maintenant. Mais pour le coup, c'était très bien. Ça avait le mérite d'exister. Ça a fait rêver les médias parce que là, ils sont intéressants. On va voler dans des avions taxis, un gros drone électrique et tout. Avant de trouver le marché, avant d'industrialiser ce type de machine. Bon, et puis pour quel usage, quel coût, voir ce que ça va rapporter derrière. Voilà, Mais c'est bien qu'il y ait des ingénieurs qui rêvent à des projets comme ça. C'est bien de les proposer. C'est bien justement par ce type même si c'est pas totalement réalisable, de dire, on sait le faire. On peut faire voler des gros drones avec, pourquoi pas, un passager à l'intérieur, mais pour quelle utilité? Voilà, Après, je suis pas totalement 100% rien. Si on me dit c'est mieux de se déplacer, on a trouvé un moyen de transport aussi terrestre qui permet de réduire beaucoup plus l'empreinte. Voilà, juste à prouver le contraire, cette empreinte carbone. Oui, tout est bon, tout est. C'était pas Paris-Orléans, c'était Belfort et Simon. Après, il y a l'hélico, hein, c'est ça. L'hélico, ça marche très bien. Non, mais voilà. Oui, je disais surtout, l'ONERA avait travaillé pendant un temps sur un projet justement d'avion de personnel plane. J'en ai discuté il n'y a pas si longtemps que ça avec le patron de l'ONERA, avec Bruno Saint-Jean, qui disait on a totalement abandonné. C'est plus aujourd'hui, c'est plus la priorité. Effectivement, aujourd'hui, la priorité, c'est la réduction de l'empreinte carbone, c'est les avions qui consomment moins. Alors j'ai une question très qui revient sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Une question de Thomas qui demande EasyJet n'est-elle pas passée sous le pavillon autrichien à cause du Brexit? Alors, voilà, je vais poser toutes les questions. Alors ça n'a rien à voir avec le sujet, mais oui. C'est bon, je me dis voilà, la question est posée, je la transmets. Dans la perspective avant que le Brexit ne entre en vigueur. EasyJet a effectivement développé une filiale autrichienne pour pas avoir à se retrouver dans une situation de faire des vols, ce qu'on appelle en 5e et 6e liberté, c'est-à-dire si EasyJet était resté 100% britannique, elle ne pouvait faire que des vols au départ de Londres, c'est-à-dire du Londres-Paris, du Londres-Nice, mais un Paris-Genève, ou n'importe quelle autre ligne, un Nice-Milan, c'était plus possible. Donc il lui fallait un pavillon, un CTA européen. Ils avaient regardé plusieurs pays, ils avaient regardé le Portugal, ils avaient regardé la France dont les coûts étaient trop chers, et finalement ils avaient opté pour l'Autriche. Donc effectivement, EasyJet a une filiale autrichienne, comme elle a une filiale suisse aussi. Voilà. Et n'est pas uniquement sous pavillon britannique. Bon, ça c'est voilà, décision tout à fait compréhensible et normale. Ils ont très bien joué là-dessus et voilà. C'était voilà. Mais effectivement, EasyJet vole aussi sous pavillon autrichien. Contrairement à ce que son nom n'indique pas. Contrairement à ce que son nom n'indique pas. C'est dommage d'ailleurs qu'ils n'aient pas choisi la France. C'est la deuxième aujourd'hui, c'est la deuxième compagnie française, EasyJet. Voilà, et il reste anglais. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Parce que je vois que le temps passe, on va être obligé de prendre l'antenne, comme on dit. Bon, ben, je vous laisse conclure, du coup, Frédéric, peut-être. Moi, j'ai à peu près tout dit, voilà ce que je pensais. Ça n'engage que moi, évidemment. Hein. J'ai essayé de vous dresser un portrait assez large. C'était surtout sur cette approche médiatique et encore une fois, ce bashing permanent, difficile à vivre quand vous êtes
passionné, voilà, en essayant d'expliquer souvent des choses scientifiques que vos interlocuteurs ne veulent pas forcément entendre, et à ce moment-là, vous accusent en disant vous avez un fort tropisme, c'est pas la peine de m'expliquer, vous avez tort. Hein, c'est parfois très, très énervant, très agaçant. Alors, pour me calmer, je vais voler. Mais c'est dur, voilà, c'est dur, mais à vous de porter cette belle aviation. On a la chance d'avoir cette belle aviation en France, on a la chance d'avoir les plus belles industries aéronautiques. Je pense à Dassault, je pense à Airbus, je pense à Safran, je pense enfin toutes les sociétés que vous côtoyez et dans lesquelles vous avez pu sans doute faire quelques stages. Je pense que toutes les sociétés dans lesquelles vous êtes passés, vous en gardez tous un souvenir mémorable et vous avez tous envie d'aller y bosser. Est-ce que je me trompe? Non, je crois pas, hein, je crois pas. Voilà, vous avez... En tout cas, voilà, les IPSaliens seront les ambassadeurs de l'aviation. Voilà, vous faites partie des ambassadeurs de cette industrie, tout simplement parce que c'est la branche sur laquelle vous êtes assis aussi. Voilà, donc... et expliquer, et ne vous arrêtez pas d'expliquer, même aux plus radicaux, même si on vous dit allez-y. Voilà, ça prend, c'est comme l'apprentissage du pilotage, ça prend du temps. On passe son temps à expliquer, on passe son temps à répéter, et puis on fait des erreurs, et puis on recommence. Et puis un jour, on se dit finalement, ok, on a bien fait de continuer. Continuer à rêver surtout, ça c'est ce qu'il y a de plus important. Moi je rêve tous les jours d'avion. Voilà. Et il y a eu une idée là d'aller organiser un immense flying à Poitiers. Je trouve ça pas mal et assez amusant. Voilà. Voilà. En tout cas, merci en tout cas d'avoir... C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir de partager avec vous et j'espère que j'ai répondu à... Enfin, je vous ai au moins éclairé sur quelques points. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est que vous êtes à la fois donc aviateur et journaliste. Donc, c'était intéressant. Vous pouvez croiser les deux regards, à la fois le regard des médias et les médias et le regard de... Voilà, dans les deux sens. Donc, dans les deux sens. Bah, écoutez, merci Frédéric. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Nous étions ravis de vous accueillir à l'IPSA. Merci Francis de m'avoir accueilli aussi au sein de l'IPSA. Merci beaucoup.